Bonjour à vous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, nous allons voir un numéro de Marianne, un numéro d'une certaine Eve Svetel, du coup. Pourquoi la gauche va perdre en 2027 par Eve Sveftel, bon, enfin, dont un nom peut-être pas fait. Faut éviter que j'écorche son nom, du coup. Un nom un peu compliqué. C'est un numéro enfin, c'est un article qui date du 19 mars 2025, pour le coup, du coup. Et on va lire cet article, et ensuite, comme d'habitude, j'en ferai un petit commentaire. Ah oui, bien sûr, vous serez un peu surpris par l'étagère, par la bibliothèque. Il y a un petit déménagement en cours. Euh, vous inquiétez pas, personne n'a cambriolé mes bouquins, pas de problème de ce côté-là. Juste un petit déménagement en cours et une petite fatigue avec ces quelques jours de chaleur, disons. Bon, on commence. Eve Zweftel, pourquoi la gauche française va perdre en 2027? Aux dernières élections, Donald Trump a été en partie porté au pouvoir par l'amertume de ceux qui ont été floués par la crise financière. Aux dernières élections, Donald Trump a été en partie porté au pouvoir par l'amertume de ceux qui ont été floués par la crise financière, c'est-à-dire les classes populaires, mais également par le rejet de l'idéologie diversitaire. Pour Eve Zweftel, directrice de la rédaction Marianne, la gauche française, déconnectée du peuple, doit méditer sur les échecs du Parti démocrate et tirer les leçons de la victoire de Trump, au risque de perdre l'élection présidentielle en 2027. Pour Eve Zweftel, directrice de la rédaction de Marianne, la gauche française, déconnectée du peuple, doit méditer sur les échecs du Parti démocrate et tirer les leçons de la victoire de Trump, au risque de perdre l'élection présidentielle en 2027. En 2004, le journaliste et historien américain Thomas Frank publiait What's the Matter with Kansas, traduit 9 ans plus tard sous le titre Pourquoi les pauvres votent à droite. En 2004, le journaliste et historien américain Thomas Frank publiait What's the Matter with Kansas, traduit 9 ans plus tard sous le titre Pourquoi les pauvres votent à droite. Il s'intéressait à l'implantation du populisme et d'un conservatisme anti-élitaire dans son Kansas natal, longtemps resté un bastion démocrate. En 2016, juste après l'élection de Donald Trump, le professeur de littérature Mark Lilla, originaire du Michigan, publiait dans le New York Times une tribune intitulée La gauche doit dépasser l'idéologie de la diversité, qui lui valut de se faire traiter de raciste, de misogyne, d'homophobe, et même d'être comparé par une collègue de Columbia à David Duke, le leader du Ku Klux Klan. Le leader du Ku Klux Klan. En 2018, il faisait paraître en français La gauche identitaire, où il écrivait Les États-Unis sont en proie à une hystérie morale sur les questions de race et de genre qui rend impossible tout débat public rationnel. La gauche américaine a délaissé la persuasion démocratique pour s'engager à corps et à cri dans la dénonciation hautaine. Avant de s'adresser directement aux progressistes européens, je veux les mettre en garde et les convaincre que la politique identitaire est un piège qui, à la fin, ne servira que la droite. Avant de s'adresser directement aux progressistes européens, je veux les mettre en garde et les convaincre que la politique identitaire est un piège et qui à la fin, ne servira que la droite. L'historien des idées rappelait cette évidence. Si la gauche ne parle que des problèmes des personnes transgenres qui, ne, qui représentent une fraction infime du corps électoral, elle se condamne à rester minoritaire. La victoire de Joe Biden, qui a su parler à l'Amérique profonde, a laissé espérer que la parenthèse identitaire allait se refermer. Mais en 2024, le Parti démocrate a reperdu la classe ouvrière. Ainsi, la majorité des ménages à faible revenu ont voté pour le candidat républicain. Quand ceux qui gagnent plus de
100 000 $ par an ont choisi la démocrate Kamala Harris. Ainsi, la majorité des ménages à faible revenu ont voté pour le candidat républicain, quand ceux qui gagnent plus de 100 000 $ par an ont choisi la démocrate Kamala Harris. Entre-temps, Thomas Frank avait publié Pourquoi les riches votent à gauche, miroir de son premier livre. En 2016, Trump avait été porté au pouvoir par l'amertume de ceux qui avaient été floués par la crise financière. Il avait aussi su dénoncer les accords de libre-échange qui ont causé la ruine des régions manufacturières américaines. En 2016, Trump avait été porté au pouvoir par l'amertume de ceux qui avaient été floués par la crise financière. Il avait aussi su dénoncer les accords de libre-échange qui ont causé la ruine des régions manufacturières américaines. En 2024, 2 raisons l'ont amené aux affaires. L'inflation, car le plan très volontariste de Biden pour réindustrialiser le pays n'a pas eu le temps de produire ses effets. Et le rejet de l'idéologie diversitaire qui, en 4 ans, a pénétré encore plus en profondeur la société américaine. Sans parler du spectacle affligeant des manifestations pro-Hamas sur les campus américains, point d'orgue de cette folie identitaire. Des leçons à tirer. La gauche française va-t-elle enfin écouter la leçon de Marc Lilla et de Thomas Frank? Elle n'en prend pas le chemin. Face au puissant backlash, retour de bâton, qui déferle depuis le 20 janvier, à la brutalité de la politique menée, les grandes figures de la gauche morale s'en tiennent à leur registre habituel. Non pas réfléchir, méditer cet échec, mais s'indigner, pétitionner, manifester, voire censurer. L'affaire des PUF, presse universitaire française, la déprogrammation du livre Face à l'obscurantisme woke, après sa mise à l'index par le professeur au Collège de France Patrick Boucheron, chantre de la déconstruction de l'histoire nationale, l'illustre. Tout comme la censure dont a été victime notre chroniqueuse Isabelle Barberis, invitée à parler de son dernier livre, justement intitulé Censure silencieuse. Tout comme la censure dont a été victime notre chroniqueuse Isabelle Barberis, invitée à parler de son dernier livre, justement intitulé Censure silencieuse. Comme avant elle, Marcel Gauchet, Christophe Guilluy ou Jean-Claude Michéa, régulièrement taxés de fascistes. Comme avant elle, Marcel Gauchet, Christophe Guilluy ou Jean-Claude Michéa, régulièrement taxés de fascistes. Gauchet, Guilluy et Michéa, qui dans ces pages ou ailleurs ont alerté comme Frank et Lilla aux États-Unis sur la déconnexion entre la gauche française et le peuple, cela fait 20 ans et ils n'ont pas été écoutés. La droite peut donc se frotter les mains. En cours de structuration, ces différentes variantes, identitaires, populistes, conservatrices, ne manqueront pas de fusionner le moment venu. Elle n'a qu'à se baisser pour ramasser le vote de cette classe ouvrière que la gauche a laissé tomber, trop occupée à se regarder le nombril. Et à préparer la manif de l'entre-deux tours de la présidentielle où elle criera « No passaran » autour d'une statue de la République maculée de tags antifascistes. Là, ça a le mérite d'être dit, cet article. On pourrait noter plusieurs trucs. Bon. On pourrait noter plusieurs trucs. Bon, la politique volontariste de Biden, enfin, il me semble que quand même que le Parti démocrate, c'est pas vraiment très que c'est à peine le PS, si vous voulez. Donc, je vois pas vraiment. Enfin, après, j'ai envie de dire, les États-Unis sont un pays qui bénéficie de l'impérialisme et c'est-à-dire qu'ils prônent le libre-échange, ce pays-là, mais les pays qui prônent le libre-échange ne le pratiquent pas toujours pleinement. Quoiqu'ils sont pas mal désindustrialisés par rapport à des pays comme la Chine. Voilà. Donc, il y a le problème du libre-échange, et ça, c'est le problème dans l'ensemble de la gauche, et ça n'a pas été évoqué dans le texte, c'est que la gauche française
est majoritairement aujourd'hui pro-libre-échange, en fait. Elle est pro-Union européenne. Donc pro-libre-échange, de facto pro-libre-échange. Ça, c'est un gros problème de la gauche actuelle, c'est que cette gauche n'est plus économiquement de gauche. Elle est sociale-libérale, voire libérale tout court. Quand vous avez des gens qui font rien face au libre-échange, voilà. Et qu'on laisse à la droite le fait de pouvoir faire une politique protectionniste, et ben voilà. Je pense qu'ils auraient dû évoquer le problème de Biden. Ils auraient pu évoquer le problème de Biden, c'est que Biden est un va-t-en-guerre dans le cas du conflit russo-ukrainien. Et ça, l'impérialisme américain, c'est pas vraiment ce qui va dans le sens des travailleurs. En l'occurrence, peut-être dans le sens des Américains, au sens où ils bénéficient de cet impérialisme, ils veulent garder leur emprise impérialiste sur le monde occidental, les Américains. Pour ça qu'ils ont voulu installer des bases, qu'ils ont voulu faire en sorte que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, qu'ils ont voulu manipuler des votes en faveur des États-Unis, qu'ils ont voulu, parce qu'il y avait quand même il y avait un pro-russe avant d'avoir un pro-ukrainien, avant d'avoir un pro-américain en Ukraine, hein, je précise. Mais voilà, il y a quand même l'impérialisme américain qui est pas mal représenté par Biden. Il y a Trump qui semble vouloir, entre guillemets, en tout cas dans l'apparence, calmer le jeu. En tout cas, il est conscient des limites du modèle néolibéral au niveau du libre-échange, pas forcément au niveau de s'engraisser comme un porc, parce que c'est quand même un milliardaire. Hein, Trump, c'est... Voilà. La différence, c'est que ses intérêts sont surtout aux États-Unis. Hein, il me semble qu'il a été démocrate, si je ne m'abuse, Trump. Trump, est-ce qu'il a été démocrate? Oui, il a été démocrate. Avant, il était successivement au Parti républicain et au Parti démocrate. Hein. C'est un milliardaire et il a été dans ce parti, entre guillemets, dit de gauche, qui est le parti démocrate. Il a été dans ce parti dit de droite parce que le modèle américain, comment dire, par exemple, à la base, les républicains, c'était les anti-esclavage et anti-ségrégation, et c'est devenu, à un moment donné de leur histoire, l'inverse. Voilà. Et le truc, c'est que la gauche américaine et la gauche française n'ont absolument rien à voir, historiquement. Le bipartisme américain, c'est quelque chose. Machinerie de sponsoring par des grosses entreprises des deux partis républicains et démocrates, c'est quelque chose. Il y a une palanquée d'autres partis politiques, mais c'est ces deux-là qui dominent. Et disons que vous avez le choix entre droite et droite, hein, entre Bayrou et soit vous avez le choix entre Bayrou ou Hollande et soit d'un côté, et d'un autre côté vous avez le choix entre un mélange Bayrou-Macron-Hollande, si vous voulez, d'un côté, et de l'autre un mélange Sarkozy-Jean-Marie Le Pen. La différence entre le Parti démocrate et le Parti républicain. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est vous pouvez combiner à volonté le truc, mais vous avez le choix entre droite libérale et droite conservatrice. Droite progressiste libérale et droite conservatrice. Voilà, mais avec tout leur lot de conneries dans les deux sens. Leur lot de problèmes, comportements assez problématiques vis-à-vis des travailleurs. Donc il y a ça qu'il faut prendre en compte. C'est qu'on ne peut pas... et c'est-à-dire que la gauche américaine identitaire d'aujourd'hui, c'est quelque chose, mais ça s'inscrit dans l'histoire américaine aussi. Hein, la gauche américaine n'a
pas la même histoire que la gauche française. La New Left est pas mal influencée par la gauche américaine. Vous n'avez pas la même histoire, si vous voulez, de la gauche en France, en Allemagne, en Angleterre ou aux États-Unis. Et vous n'avez pas la même histoire de la gauche en Turquie ou dans le monde arabe. Vous avez forcément, ou dans le monde russe, ou en Europe de l'Est, voilà, ou en Chine et en Asie, voilà, ou en Amérique latine. Vous n'avez pas du tout la même histoire des gauches. Vous avez des points communs, évidemment, des choses qui rassemblent, voilà. Mais il y a le contexte national qu'il faut prendre en compte. Parce que, voilà, en l'occurrence, il y a un des gros problèmes de la gauche actuelle. Quand elle accuse des gens de racistes, elle le fait aussi par rapport à ceux qui pensent la nation. Donc ça, c'est quelque chose. Ça, c'est un des éléments qu'ils n'ont pas noté dans les idéologies diversitaires. Alors, ils ont parlé des transgenres, mais pas des islamistes et de l'islamophilie à gauche. Et ça, c'est problématique. C'est-à-dire qu'il y a deux gros totems de la gauche actuelle, c'est lutte contre l'islamophobie et lutte contre la LGBTQIA machin truc phobie, parce qu'ils rajoutent sans arrêt des lettres. LGBT phobie. Il y a plusieurs choses. C'est que déjà, c'est complètement incompatible. L'islam, comme le christianisme et le judaïsme, n'est pas gay-friendly. Hein, c'est-à-dire que, voilà, donc défendre une religion, déjà, quand tu es laïque, tu défends pas une religion, tu défends le droit des gens à penser ce qu'ils veulent en termes de religion dans leur espace privé. Hein, tu ne défends pas des revendications d'une communauté religieuse quand tu es laïque, mais tu défends le droit de penser, de réfléchir, d'avoir ses propres convictions pour tout un chacun, pour les croyants comme pour les non-croyants, avec un respect de la neutralité de l'espace public. Hein, le politique et le religieux sont séparés de l'un de l'autre. Voilà. Ce que ne fait pas LFI, la France islamiste ou les fréristes intersectionnels, je ne sais pas comment on doit les appeler, hein, mais c'est un cancer de la gauche, ces gens-là. Enfin, c'est un cancer. Le cancer de cette gauche intersectionnelle, c'est cancer. C'est le cancer intersectionnel, il est très visible quand vous voyez un mec de LFI. Bon, un mec de LV, il est déjà un gros girondin libéral, libertaire, donc il n'y a rien à récupérer là-dedans. LFI, c'est dommage parce qu'ils avaient enfin, du point de vue de leur histoire, de leur passé, ils ont une trajectoire de déclin en fait idéologique, de décadence idéologique, parce que c'est pas vraiment le même projet à la base. François de la Pierre s'en retournerait dans sa tombe. Mais bon, il est mort ce mec qui était au parti de gauche est mort d'un cancer du cerveau, enfin d'une tumeur au cerveau. C'est dommage. Donc, manifestation pro-Hamas sur les campus américains. Alors, ils ne sont pas lieux que sur les campus américains, mais justement, ils nous parlent de progressistes européens qui copient tout ce que font les Américains. Alors, comment dire, le gros problème de ces gens-là, ah oui, ils ont parlé des islamistes du coup, mais ils ont parlé du Hamas, mais ça s'entrechoque tous les deux. Enfin, il y a deux. Quelle connerie je dis, je suis un peu fatigué. Mais il y a deux problèmes distincts à séparer l'un de l'autre. C'est-à-dire, et ça c'est pas évident, c'est de soutenir la Palestine en tant que nation ayant le droit à disposer d'elle-même. Ça c'est une chose. Qu'on soit pour ou contre la Palestine, moi, le conflit me semble assez éloigné et hors de notre portée, pour être honnête, parce que nous sommes dans l'UE, dans l'euro, dans l'OTAN, donc dans le FMI, dans l'OMC, donc les pressions internationales qui s'exercent sur la France fait que un gouvernement pro-palestinien n'aura pas toute la largeur de manœuvrer autant qu'il le souhaiterait. Je rappelle qu'Israël est allié aux États-Unis
et donc que les propales dans l'éventualité des propales arrivent au pouvoir, s'ils n'ont pas de plan de sortie de l'UE, de l'euro et de l'OTAN, l'indépendance de la France étant menacée, soumise à sanctions, eh bien, ils ne pourront rien faire dans la pratique de décisif sur le plan international, que ce soit en faveur de la Palestine ou de je ne sais quoi. Hein. Ils pourront qu'être les chiens en laisse des États-Unis. Moi, je ne suis pas plus pro, enfin, comment dire? Moi, je ne suis pas pro-Hamas, ça c'est certain. Les islamistes, c'est pas ma cam. Ça c'est plutôt, voilà, faut les combattre ces gens-là. Mais je ne suis pas pro Netanyahou non plus. Dans le conflit israélo-palestinien, moi, ce qui m'inquiète, c'est que si la Palestine gagne, j'ai peur que ce soit les islamistes qui l'emportent et que ce soit un point de plus du côté des islamistes. Si Israël gagne, j'ai peur que Israël étant allié aux États-Unis, que ce soit un côté de plus du côté de l'impérialisme atlantiste, de l'impérialisme américain. Donc voilà, je ne m'engage pas dans ce conflit dont honnêtement, n'ai pas, je reconnais ne pas avoir tous les tenants et aboutissants de la chose et je connais voilà, avoir beaucoup à apprendre et à réfléchir sur ce sujet, à foncer tête baissée sur cette question-là, qui m'a l'air quand même relativement complexe sur un certain nombre de sujets, sujette à polémique, et je n'aime pas l'approche identitaire, ce genre de... Pour moi, j'ai l'impression que ceux qui brandissent la Palestine et Israël sur l'espace public brandissent un totem de je suis de gauche, je suis de droite, je suis pro-pal, ou je suis de cette gauche-là, en fait. De cette gauche-là qui, de toute façon, parle de la Palestine, mais parle-t-elle des ouvriers, cette gauche-là? La Palestine, c'est pas l'URSS. La Palestine, c'est pas l'Union soviétique. La Palestine, c'est pas la France. Quel rapport ça a avec la classe ouvrière? Alors la lutte de libération nationale, oui, mais la dimension religieuse du conflit est problématique. Mais effectivement, je suis du côté de cœur, je ne peux être que du côté des paysans qui se font déloger par Tsahal. Hein, mais je suis de cœur, je suis aussi des mecs, je suis aussi du côté des victimes israéliennes qui se font trucider par des terroristes islamistes du Hamas. Moi, je ne considère que de pauvres gens sont victimes de ce conflit, qu'ils soient population civile israélienne ou palestinienne. Évidemment, il y a un problème de colonisation, de tout ce que vous voulez, d'exploitation, de misère, mais on peut rien faire en France. Et sûrement pas avec des constructivistes. Ensuite, on nous parle des transgenres. Alors, j'avais parlé LGBT, parce qu'ils y mettent LGBTQIA+, parce qu'ils mettent plus, parce qu'ils ont sans arrêt des lettres en plus. Donc LGB, c'est les homos, ça veut dire les lesbiennes, donc les femmes qui aiment les femmes, les hommes qui aiment les hommes, à savoir les gays, et les bi, c'est les bisexuels, c'est les gens qui, hommes ou femmes, qui aiment autant aller, qui aiment les deux, dont l'attirance va vers les deux sexes. Donc là, c'est l'orientation sexuelle, homosexuel, bisexuel, voilà, un bisexuel étant une personne pouvant avoir des relations hétérosexuelles ou homosexuelles. Ouais, LGB, je comprends, ouais. Donc c'est le droit des homosexuels. T, c'est la question des opérations de changement de sexe ou des gens qui ne se sentent pas bien dans leur peau, dans leur sexe de naissance. Q, je crois que c'est un mot anglais qui veut dire bizarre, étrange. Donc c'est des gens qui se revendiquent étranges. Ok, j'espère que c'est. Je me demande si c'est pas les gros stéréotypes de type la cage aux folles. Mais voilà. I, c'est pour les personnes intersexes, donc les gens qui sont hermaphrodites, qui ont
malformation génétique chromosomique qui fait que qu'ils ont par exemple XXY, le syndrome de Klinefelter. Alors là, voilà, enfin c'est encore autre chose. C'est une question de maladie génétique, enfin de personnes qui ont une malformation, enfin qui font qu'ils sont un appareil génital un peu différent, euh, enfin, avec des caractéristiques sexuelles secondaires, hommes et femmes, mais forcément ils tiennent plus d'un côté que de l'autre. Enfin, il y a un chromosome qui est mal formé. Enfin bon, il y a des woke qui vont nous dire que c'est une histoire de spectre. Voilà. Non, il y a des hommes et des femmes. Et il y a des personnes qui ont une malformation à la naissance. Voilà. Et A, c'est pour les personnes asexuelles. Et donc là, ça me fait rire. Parce que du coup, je crois qu'il y a aussi pour les personnes qui se sentent ni homme ni femme. Et qu'il y a les personnes qui se sentent à la fois hommes et femmes. Ce qui est encore. Voilà. Mais A pour asexuel, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de sexualité du tout. Du coup, non mais c'est veut dire c'est les gens qui couchent pas. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont foutre dans vos trucs avec des arcs-en-ciel et je sais pas quoi. Enfin, ça a aucun sens. Euh, donc, les gens qui se sentent ni homme ni femme, ils sont quoi du coup? Enfin, ils sont c'est enfin les gens qui sont les deux. Ouais, c'est bizarre. Bon, ils y mettent sans arrêt des lettres. Euh, Donc le transgenrisme, c'est le cas de gens transsexualisme, les gens qui veulent se, qui se sentent mal dans leur corps de naissance et qui veulent faire une opération. Or, d'un point de vue, si on prend une définition basique, ils se font physiquement mutiler. Ils se font physiquement découper leurs organes génitaux pour avoir à la place un pseudo-organe génital du sexe voulu. Et parfois c'est des gens qui ont un trouble de l'identité, un trouble de l'identité sexuelle, du coup, un trouble peut-être psychique ou autre, mais ou peut-être biologique, hormonal, enfin bref. Mais mais il y a aussi des gens, par exemple, qui sont des homosexuels qui s'assument pas et qui se détestent en tant qu'homosexuels et qui se disent qu'en étant de l'autre sexe, ils deviendraient hétérosexuels, hein, et qui font l'opération parce qu'ils ne s'assument pas comme leur orientation sexuelle. Il y a aussi de ça. Il y a aussi des gens qui sont de l'homophobie intériorisée. À noter que en Iran, c'est un État transactiviste, l'Iran, État islamique transactiviste, parce que par homophobie, c'est-à-dire qu'ils chopent deux hommes homosexuels ensemble, celui qui, entre guillemets, fait la femme doit devenir une femme, de leur point de vue. Voilà, on en est là, hein, c'est oui, celui qui, voilà, qui, entre guillemets, est considéré comme soumis, passif, je crois, enfin voilà. Du coup, voilà, voilà, c'est quand même quelque chose, hein, l'Iran. C'est assez dramatique pour ces gens-là. Euh, mais bon, là, c'est problématique de ce côté-là. La question, c'est une minorité de personnes et on a une sacralisation à gauche des minorités. Il faut s'en rendre compte. Donc c'est une minorité qui non seulement ne représente pas une masse de population, mais peut par exemple être pas très glamour politiquement et de façon générale. Comment dire, elle n'est pas le glamour politiquement aussi parce que les gens, quand enfin, comment dire, une personne qui fait son opération de changement de sexe l'a fait mal, le résultat sera raté, ce sera jamais que, aux yeux des gens, le mec deviendra une fausse femme et la femme un faux mec. Enfin, si l'opération est ratée.
Du coup, et ces personnes-là exigeront parfois d'être appelées monsieur, madame, et les gens ne trouveront hypocrite quand ils reconnaîtront une personne biologiquement homme de l'appeler madame et une personne biologiquement femme de l'appeler monsieur. C'est voilà, une personne qui... Il y a les gens qui font leur opération pour ça et les gens qui veulent juste socialement être considérés comme. Euh, et le mec qui a les cheveux longs et une grosse barbe de 3 jours et qui dit mais m'appelez pas monsieur, m'appelez madame, la plupart des gens vont le regarder avec des yeux de Marion Free. Hein. Et c'est pas en médiatisant ça publiquement qu'on gagne des points dans les sondages, hein, ou qu'on gagne des adhésions dans son parti. Et les gens, si l'opération est bien faite, ou si l'apparence est bien faite, peuvent avoir légitimement peur, homosexuels ou hétérosexuels, d'être trompés sur la marchandise. Admettons que vous ayez commerce intime avec une femme et que en tout cas vous pensez que c'est une femme et que vous soyez une femme qui aime les femmes ou un homme qui aime les femmes, et que vous vous êtes trompé sur la marchandise, vous vous rendez compte, c'est un mec. C'est arrivé à des gens de croire que leur petite amie c'est une femme et qu'ils veulent même de fonder une famille. Et c'est le mec. Et le mec, il est pas spécialement. Il est tolérant. Il a rien contre. Mais intimement, ça le gêne un peu qu'on lui ait menti. Voilà, c'est. Et inversement, une femme qui aime les mecs et qui se rend compte que son mec c'est une gonzesse de base biologiquement et une femme lesbienne et un mec qui est gay qui se rend compte que son mec c'est pas un mec mais une gonzesse qui s'est fait bon, vous comprenez que ça rebute un peu une partie de la population qui dit mais euh, non, j'ai pas envie de. Voilà. Et le truc, c'est que c'est un sujet assez délicat parce que il y a d'un côté le respect des personnes parce qu'on se dit ces personnes-là doivent souffrir, il faut être gentil. Oui, oui, il faut être gentil, mais il y a des répercussions dans la vie pratique. Voilà. Enfin, c'est et sans compter les problèmes santé, de prise d'hormones, de mutilation physique qu'elles ont dû subir. Donc, moi, je pense pas que ça soit la bonne solution des personnes qui sont mal dans leur peau. Il faut un accompagnement psychologique pour que ces personnes acceptent leur corps, à mon sens. Mais je ne pense pas que l'opération leur fasse du bien. Je pense qu'ils vont rendre compte que que les changements qu'on leur a apportés, qui sont hormonaux et chirurgicaux, eh bien, seront des changements qui rendent leur corps dysfonctionnel et qui ne seront pas en accord de nouveau avec leur corps. Parce qu'ils se rendent compte que c'est artificiel. On ne peut pas changer les chromosomes et un système endocrinien, c'est quelque chose. Je pense qu'ils vont se faire niquer la santé. Sans compter que moi j'ai parlé déjà à une personne qui était concernée par le sujet qui m'a dit que cette personne voulait que les opérations de changement, cette personne me disait que les transactivistes étaient des idiots parce qu'elle me disait très précisément que ces personnes-là ne veulent pas être reconnues comme une pathologie, mais veulent que leurs soins soient remboursés. Choisissez. Si vous n'êtes pas pathologique, du coup, si ce n'est pas une pathologie, si ce n'est pas une maladie, vous ne pouvez pas demander à ce qu'elle soit remboursée par la sécurité sociale. Et encore moins face au fait qu'il faudrait rembourser les lunettes. Hein. Moi, je suis myope. Regardez, je serais content qu'on me rembourse des lunettes, qu'on m'achète de nouvelles lunettes, ou qu'on me rembourse des opérations de chirurgie laser, par exemple. Euh, les gens qui ont des prothèses, encore pire. Moi, j'ai mes bras, j'ai mes jambes. Il y a des gens qui doivent avoir une prothèse, des gens qui cherchent à avoir des dentiers, des appareils auditifs. Moi, j'entends très bien, mais voilà. Mais voilà, c'est. Et il y a des gens qui. Voilà, il y a des questions, il y a pas mal de questions d'ordre médical, de l'ordre des relations sociales qui se posent. Et il y a la question de la prise de place politique du sujet.
Et si vous ajoutez les personnes qui se réclament non-binaires, gender fluide, ni homme ni femme, et toutes les conneries que vous pouvez trouver sur Internet avec des gens qui pensent être des chiens ou des girafes ou des chats, bon, enfin, vous comprenez que le, que le, qu'il est difficile de garder son sérieux sur ces questions-là. Euh, Évidemment, personne ayant une mal-être nécessite un peu de compassion. La compassion n'est pas de la violence. Mais le truc, c'est que considérer que le principe de réalité soit une violence devient problématique. On peut pas laisser, on peut pas. Et d'ailleurs, la plupart des mecs qui se réclament de gauche et qui sont à fond pour ces trucs de transactivistes osent se dire matérialistes. Et quand tu es matérialiste, tu ne prétends pas que le genre, la construction sociale du genre, soit au-dessus de la réalité biologique du sexe. Parce que non, tu considères que cette construction sociale du genre, comme ils disent, le fait que les femmes portent des robes, que le fait que les hommes portent des pantalons, enfin, à une époque, historiquement, que voilà, en raison de nécessité pratique, bah, que c'est basé sur des choses qui étaient biologiques, du fait de l'anatomie physique des hommes et des femmes qui font que le port du pantalon, voilà, qu'une époque, par exemple, où il n'y a pas de tampon, le fait que les femmes aient certaines vêtements. Bon, après, il y a différentes cultures aussi qui ont des habillements différents, voilà, des choses, voilà, une façon d'être femme. Bon, il y a aussi des climats différents, des situations, des sociétés différentes, des évolutions historiques différentes, des technologies différentes. Mais bon, c'est un sujet large. Mais ça vient de base matérielle, hein, et en l'occurrence celle du sexe biologique. Qui n'est pas une. Enfin, c'est-à-dire que ces gens-là, au nom du ressenti subjectif, nient la réalité matérielle du sexe biologique et considèrent qu'on peut faire sans la réalité matérielle. On ne construit pas une société en niant les réalités matérielles. Sinon, on devient une forme de gnostique qui considère qu'il faut se mortifier pour atteindre le monde des idées. C'est... Voilà, il faut quand même s'en rendre compte. Donc il y a ça. Et bon, la question du genre, où on y met aussi le féminisme, parfois qui est un féminisme agressif envers les hommes, plus qu'émancipateur envers les femmes, et parfois un féminisme où des bourgeoises disent à des prolotes ce qu'elles doivent penser, ce qu'elles doivent dire, ce qu'elles doivent faire, ou un féminisme qui accepte l'intégrisme religieux, le conservatisme religieux, pourvu qu'il soit exotique. Eh bien, ce féminisme-là ne défend pas les femmes. Et ce féminisme-là n'est pas du côté des travailleurs, et j'ose le dire. Voilà, pour ce qui est du genre, on y met les LGBT, le féminisme, et c'est pas avec ça qu'on gagne publiquement, politiquement, le combat. Et ils y mettent ce qu'ils appellent la race. C'est-à-dire que moi, je ne supporte pas ce mot. Je ne supporte pas ce mot en tant qu'homme de gauche, en tant que républicain, en tant que socialiste, en tant que communiste, en tant qu'homme de progrès, en tant que véritable progressiste. En tout cas, je me considère comme étant pour une forme de progrès, pas la même conception du progrès que les libéraux, de gauche ou de droite, qui ont une conception du progrès qui est la leur. Moi, j'ai une conception socialiste du progrès. Eh bien, ces gens-là, au nom de l'antiracisme, acceptent le concept de race. Non, il n'y a pas de race humaine. Il y a des groupes de population, il y a des ethnies, et des différences génétiques en groupes de population, mais ils appartiennent tous à la même humanité. Et oui, effectivement, suivant si vous allez dans un climat ou un autre, des gens n'ont pas la même couleur de peau, et il y a des capacités respiratoires pour les populations de l'Himalaya qui sont importantes en raison d'une adaptation. Oui, 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 mais ça ne crée pas des races humaines et ça ne crée pas des groupes identitaires, hiérarchisables. Enfin, non, les scientifiques modernes parlent de population, parlent de population avec leur,
en envisageant qu'ils ont des caractéristiques génétiques, voilà, mais ils ne parlent pas de race comme au 19e siècle, ou comme ils n'ont pas, oui, pas, sûrement pas comme au 20e siècle. Et non, c'est-à-dire que le discours racialiste à gauche, de base, c'est un discours de droite. Mais en fait, ils ont voulu lutter contre le racisme de la droite en étant racistes envers les personnes qu'ils estimaient être racistes. Donc, ils ont fait les gens sont méchants envers les noirs, on va être raciste envers les blancs. Ils sont arrivés à un raisonnement aussi con que ça. Hein, bon, c'est pas étonnant qu'ils aient été influencés par une vision des choses à l'américaine. Et ce qui est très marrant, c'est qu'il y en a c'est que vous avez des gens qui sont à la fois pro-LGBT et pro-Boutelja à gauche aujourd'hui. Bon, faut choisir, camarade, parce que Boutelja, elle parle quand même d'homophobie soft. Hein, faut quand même s'en rendre compte. Donc voilà, cette approche de la diversité, c'est une arnaque. Il vous parle de tolérance, mais c'est tout sauf de la tolérance. Il y a l'accusation de se faire traiter de raciste, de misogyne, d'homophobe. On peut ajouter transphobe, tous les ce que vous voulez en phobe, grossophobe. Hein. Par exemple, je traite quelqu'un de gros con. Par exemple, je traite quelqu'un de gros con. Eh bien, je suis un grossophobe. Je fais une blague sur Gérard Depardieu, Gérard Larcher, François Hollande ou François Bayrou. Eh bien, potentiellement, je suis grossophobe. Hein, bon, après, peut-être moins Gérard Depardieu parce que il est détesté, mais fait une blague sur Hollande ou Gérard Larcher, hein, Gérard Larcher qui est pas spécialement quelqu'un de gauche. Hein. Je fais une blague sur Gérard Larcher qui a pris 3 desserts à la cantine. Eh bien, il y a toujours des imbéciles pour me traiter de grossophobe. Ouais, mais la différence, c'est que les blagues sur Gérard Larcher, c'est pas tant parce qu'il est gros, qui est un prétexte, que parce que c'est un sénateur qui en fout, c'est un parasite de sénateur, que qu'il est du côté du pouvoir, qu'il est du côté de la bourgeoisie, et que la bourgeoisie l'a représenté en gros cochon, eh bien, à travers l'un de ses représentants, que ce soit Depardieu ou un autre, hein, ou François Bayrou, ou François Hollande, eh bien, ce n'est pas pour insulter l'individu, Larcher, donc Gérard Larcher tant que ça, mais en tant que tel, enfin, pas qu'on puisse reprocher son rôle dedans, mais aussi pour dénoncer cette caisse de parasites que sont les sénateurs. Hein, je rappelle que les sénateurs, on les élit même pas. Hein. On élit les députés, pas les sénateurs. Les sénateurs, ça sert à rien. Il faut supprimer ça. Faut supprimer le Sénat et qu'on élise que des députés, pas des sénateurs. Enfin, moi, je suis pour un système monocaméral. Hein. Une seule chambre, ça nous éviterait d'avoir des sénateurs complètement gâteux. Mais voilà, enfin. Oui, alors pour les personnes transgenres, je rappelle une chose. Non seulement, si on considère qu'elles sont une minorité, c'est comme comme les minorités en général, hein, je rappelle, que ce soit transgenre ou autre. Hein, le truc, c'est que vous n'avez pas électoralement, ça flingue les chances d'élection, les chances d'être élu, les chances de gagner des points dans les sondages, enfin des points dans l'électoraux. Enfin, j'entends sur les sondages, je sais qu'il y a je dis points dans les sondages, mais des chances d'être élu en fait, parce que les sondages ils sont parfois un peu bidonnés, mais les chances d'être élu, ça les flingue un peu, ça ne donne pas voilà, d'un haut résultat d'espérance d'être élu en fait, ça donne pas de bonnes statistiques électorales on va dire, puisque c'est une minorité de personnes au niveau du corps électoral, mais si vous voulez faire une révolution et que la personne en question attend sa piqûre d'hormones pour faire sa révolution, parce qu'elle s'est faite opérer et injecter des hormones avec l'état de santé déplorable
que ça implique, vous avez des gens qui, psychologiquement et physiquement, ne sont pas nécessairement en état de faire la révolution. Si vous envisagez de prendre le pouvoir par les urnes, vous parlez qu'à une partie de la population. Si vous envisagez de le prendre par les armes, vous avez des gens qui ne sont pas forcément fiables du fait de leur état physique. Et probablement mental, parce que le physique peut impacter dans une certaine mesure sur le mental. Alors, pas toujours, mais c'est-à-dire que le physique peut faire que les hormones influent un peu sur l'humeur des gens, hein, dans une certaine mesure. Pas, les gens peuvent se contrôler, ceci, cela, mais c'est-à-dire que voilà, enfin, une personne qui non seulement a un déséquilibre hormonal, plus attend des labos pharmaceutiques, enfin, a besoin des labos pharmaceutiques pour sa dose d'hormones, est-ce que c'est la personne la plus fiable pour une insurrection révolutionnaire coordonnée? Alors attention, j'incite pas à voter pour, j'incite pas plus à faire une insurrection violente. Moi, je suis assez sceptique sur l'efficacité de cette méthode. Après, les élections aussi, puisque comme on est un peu verrouillé électoralement, là, moi, j'occupe de la partie éducation populaire, hein, dans l'affaire pour le moment. Si vous voulez, de pouvoir plutôt de l'aspect philosophique, théorique de la chose, pas trop de l'aspect prise de pouvoir par révolution ou par élection. Déjà, il faudrait qu'il y ait un parti communiste digne de ce nom pour ça. Mais une personne qui est dépendante du laboratoire pharmaceutique, elle ne sera peut-être pas en état de faire une révolution anticapitaliste par les armes, ou par les manifs, ou par la grève en général, de la même façon qu'une personne qui n'est pas soumise à ces contraintes, on va dire. Voilà, donc c'est une chose, hein, c'est une chose. Moi, je ne supporte pas la théorie du genre et la théorie critique de la race. Le wokisme m'exaspère. Hein, le sexe biologique existe, la misère des travailleurs aussi, comme dit le Frente Obrero, et la race, mais il n'y a pas de race humaine, il n'y a qu'une race humaine, il y a que l'espèce humaine. Alors vous avez des blancs, des noirs, des gens voilà, qui ont la pommade, des gens qui sont asiatiques, qui sont africains, américains, amérindiens, enfin ce que vous voulez, hein, européens, enfin occidentaux, français, enfin grecs, chinois, enfin russes, mais vous avez pas de race humaine, vous avez des populations humaines physiquement différentes en raison du climat, mais déjà on n'est pas comparable à des chiens. Enfin, on parle d'une race de chiens, hein, mais pour les humains, voilà, c'est bon. La race de chiens, ça reste la même espèce, hein, je précise, mais c'est la façon dont on emploie le mot. Mais personne, les différents pans de l'humanité sont capables de se reproduire entre elles. Du coup, il y a unité de l'espèce humaine. Enfin voilà, c'est-à-dire que ben, ça tient à rien, c'est une connerie, mais les trucs, c'est que je suis peut-être un peu aux fraises parce que dans le racisme, classiquement, vous avez le racisme biologique. Avant ça, vous aviez un racisme religieux qui est celui de la malédiction de Cham, qui était du côté chrétien et musulman pour justifier l'esclavage des Noirs. Ils utilisaient la Bible pour cela, ce qu'on appelle la malédiction de Cham, pour justifier la traite négrière côté arabo-musulman et côté chrétien, côté occident chrétien et arabo-musulman. Vous avez la justification de l'esclavage des populations noires par la Bible, sachant que vous avez une traite arabo-musulmane, une traite occidentalo-chrétienne d'un côté, et de l'autre côté, vous avez aussi des royaumes africains qui se sont bâtis sur l'esclavage, voilà,
parce que ça rapportait de faire du commerce avec les Occidentaux ou avec le monde arabo-musulman. Parfois, vous avez aussi des pillages de populations pures et simples, mais c'était parfois plus facile de traiter avec des gens qui faisaient le boulot à votre place, en fait. Mais de faire des razzias. Mais voilà, c'est. Donc voilà, mais aujourd'hui, ils ont créé une forme de racisme nouveau, qui est le racisme de l'antiracisme, qui est le racisme sociologique. Vous avez des zozos qui vous parlent de race sociale. Et ils s'attendent dépasser, dépasser, à sortir d'une société raciste avec des catégorisations de la population entre blanc et non blanc, entre blanc et racisé. C'est tout sauf antiraciste. Et pour lutter contre le racisme, c'est vraiment à chier. C'est vraiment un truc qui fait que vous allez juste convaincre les gens qui sont racistes qu'ils sont exclus, et du coup, vous allez justifier les discours racistes de la droite, et vous allez justifier des discours racistes à gauche. Il n'y a pas plus con pour lutter contre le racisme que ça. Hein, c'est que diviser la gauche entre toi t'es blanc, toi t'es racisé, et la droite, le clivage gauche-droite, enfin diviser, accentuer un clivage de couleur de peau entre la gauche et la droite. Et la droite va dire, mais regardez, les gauchistes, c'est des racistes. Et la gauche va dire, regardez, les droitards, c'est des racistes. Ils vont se convaincre l'un l'autre qu'il faut être raciste. Qu'est-ce que c'est con. Alors pas tous, parce que vous avez les libéraux et les conservateurs à droite. Et normalement à gauche, vous avez plusieurs nuances, quoique voilà, l'intersectionnalité, ça contamine aussi bien les sociodémocrates que les communistes, et les anards, en soi, c'est contaminé par la connerie de base. Voilà, dès qu'il y a une connerie à faire, les anards sont les premiers à sauter dedans. Hein, ensuite, il y a les trotskistes, enfin, c'est certain, peut-être pas tous les mêmes, mettre dans le même panier, mais les trotskistes, voilà, pour faire suivre les conneries des anards ou de la New Left américaine, ils sont quand même champions. Hein, quand ils ne deviennent pas juste des néoconservateurs américains. Donc voilà, il faut quand même s'en rendre compte. Et oui, effectivement, Kamala Harris, c'est une bourgeoise. Sinon, il y a la cancel culture, hein, la déprogrammation du livre face à l'obscurantisme woke. Il y a la conflictualité, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez la conflictualité de ces communautés agglutinées. Vous avez une tendance à gauche à vouloir plus ou moins faire une alliance, une convergence des luttes, comme ils disent, qui en fait revient finalement à un agglutinement de minorités plutôt qu'à une majorité, sachant que ces minorités parfois se détestent plus ou moins les unes les autres, sont des communautés d'individus et plus des individus libres et critiques. Vous avez de l'individualisme dans le pire sens du terme, dans le sens libéral, le subjectivisme. On peut parler de la question du LGBT, du trans, qui se sent ceci, qui se sent cela, mais qui du coup peut se niquer la santé. Et on va nous dire c'est une liberté individuelle, même si c'est une liberté individuelle de se faire mutiler à vie, stérilisé par ces opérations. Et vous avez ce communautarisme un peu bizarre qui s'agglutine différentes communautés d'individus les uns aux autres, mais ces gens-là ne s'apprécient pas forcément. Et ça vient grosso merdo du PS. Ça vient de la gauche Terra Nova. Ça a été repris par LFI et par l'ensemble d'une bonne partie de la gauche. Bon, ça a été repris par ELV qui n'ont rien de très prolétarien. Ça a été repris par le NPA qui sont des ultra-gauchistes à la con. Qui sont là, c'est limite des anards. C'est même plus des trotskistes. Le NPA, c'est limite des anards. Voire carrément des anards quand on en croise certains. Mais vous avez le PCF qui n'est plus communiste du tout, qui va juste être un relais de la France insoumise aujourd'hui. Enfin, vous avez des braves gars qui sont PCF et qui essaient de voir s'ils peuvent changer le PCF de l'intérieur, s'ils peuvent l'amener sur une ligne marxiste, léniniste, souverainiste. Enfin,
Une ligne un peu plus léniniste que ça et une ligne plus souverainiste que ça. Mais voilà, c'est mal parti. Mais voilà, la gauche du capital, c'est quelque chose. Et vous savez, moi, je suis un démocrate. Pour moi, ce qu'il faut, c'est pas la dictature des minorités, c'est la dictature de la majorité. Pour ma part, quand on a une gauche qui sacralise les droits des minorités, elle le fait nécessairement aux dépens des droits des droits de la majorité. Hein, les droits des minorités, c'est plus ou moins le cache-nez des droits de la minorité à exploiter la majorité. Les droits des minorités sont un outil pour la minorité, pour l'oligarchie, pour détruire tout ce qui est démocratique et social. C'est-à-dire que ces droits des minorités ne vont même pas défendre les dites minorités. Tellement, d'ailleurs, ces minorités ne s'entendent pas entre elles, ont des intérêts antagonistes entre elles. Mais l'utilité des droits des minorités, au-delà des questions qu'on peut poser de légitimité ou non de minorités, ce qui est un débat large, puisqu'il y a effectivement des choses à faire. Il y a les droits des homosexuels à défendre, les droits des femmes à défendre, hein, les droits à l'avortement, l'égalité en droit, l'égalité salariale. D'ailleurs, les femmes ne sont pas une minorité, puisqu'elles forment quand même une sacrée partie de la population, mais elles sont une partie, c'est ça le truc, c'est la partie et le tout. Hein, mais il y a des droits des individus, de certaines catégories de population à défendre, oui. Lutte contre le racisme, oui, c'est bien, mais on ne peut pas l'être sans l'universalisme, en fait, antiraciste, sinon on est juste raciste et on substitue juste une forme de racisme à une autre. La question du transgenre, c'est une question qui est de l'ordre du bien-être psychologique de la personne, mais voilà, ça ne se répare pas en détruisant physiquement le corps d'une personne. Enfin, ou en maintenant illusion, sachant que dans voilà, enfin, dans relations intimes, il peut y avoir tromperie sur la chose et c'est pas forcément les relations les plus saines qui soient, de pouvoir la possibilité de mentir au partenaire de la personne. Euh, le, mais ces droits des minorités un, sont un cache-misère ou un cache-nez des droits de la minorité, des droits de l'oligarchie, de la création de nouveaux marchés. Vous avez vu combien de personnes ont en ville des sacs. Vous avez vu ce qu'en ville, vous avez parfois des personnes qui portent des sacs LGBT. Au-delà de la question du mariage pour tous, des opérations de changement de sexe ou des gens qui font la gay pride ou que ce que vous voulez d'autre qui soit lié au LGBT en général, eh bien, vous voyez une simple intérêt pour le capital à faire du profit sur voilà, ce qu'on appelle le pinkwashing. Et vous avez toutes sortes de récupération. Vous avez le greenwashing sur l'écologie, par exemple, qui est encore un autre sujet, qui n'est pas un sujet du coup lié à une catégorie de population, mais abordé de façon parfois un peu naïve à gauche. Un peu beaucoup naïve. Mais voilà, à droite aussi, forcément, puisqu'il n'y a pas de capitalisme vert, c'est une arnaque. L'écologie libérale bourgeoise, voilà, un peu pour moi. Mais le truc, c'est que, oui, vous avez des agglutinements de minorités. Et vous ne faites pas de majorité avec ça. Moi, je suis pour la dictature du prolétariat. Je suis un démocrate. Et la dictature du prolétariat, c'est la dictature de la majorité. Hein, c'est la dictature de la classe ouvrière. Quand je dis classe ouvrière, c'est pas seulement les ouvriers d'usine, c'est aussi les mecs qui sont aides-soignants, qui sont des profs, qui sont des petits profs de province, des, euh, des petits paysans qui se font exploiter, enfin, même que ce soit ouvriers agricoles ou même petits paysans qui, malgré tout, économiquement, bien que juridiquement, certains posséderaient leur outil de production par la dette, par tout un tas de mécanismes, sont dépendants de l'agro-industrie, de l'agro-industrie, des banques. C'est la classe ouvrière, c'est les mecs les mecs qui évidemment sont informaticiens, qui font des trucs, enfin, certains mecs dans l'informatique, certains sont techniciens,
certains voilà, font différents jobs, hein, mais ce sont des ouvriers au sens latin du terme, opéra, hein, travail, œuvre. Ce qui est donné œuvre, voilà, opérer, faire une opération, faire une œuvre, c'est travailler en latin. Sachant que travail, c'est tripalium qui envoie la forcément torture et l'aspect pénible de la chose. Mais la classe ouvrière, c'est l'ensemble des travailleurs exploités par le capital. Et c'est cette base qui fait une révolution. C'est une base qui fait cette révolution. Que cette révolution se fasse par les armes ou par les urnes, c'est cette base-là. C'est pas les minorités. Hein. Et le peuple, il se fait exploiter. Il y a même les précaires, les chômeurs, parce qu'il y a une situation de chômage de masse, qui sont voilà, même s'ils peuvent intégrer dans ce qu'on appelle le lumpenprolétariat, question de conscience de classe, et vous pouvez faire la même pression quand vous êtes un ouvrier qui fait de grève et qui connaît le monde du travail et qui sait que le capitalisme dépend de lui. Quoique avec la mondialisation, voilà, ça nous échappe un peu. Et, et quand vous êtes juste au chômage et que vous n'avez plus vos dents et que vous ne pouvez plus travailler et que voilà, parce que le patron vous considère juste comme un déchet qui ne lui sert pas à son profit. Par contre, quand vous êtes ouvrier, vous pouvez faire prêt votre travailleur et vous pouvez dire moi je suis indispensable et envoyer bouler votre patron en bloquant une usine. Le problème c'est qu'il la délocalise un peu trop facilement avec le libre-échange avec l'Union européenne. Il peut très facilement jouer sur des situations différenciées de pays, l'affaissement des frontières des nations. Ils peuvent s'en servir pour jouer de la concurrence internationale pour continuer à exploiter, pour déplacer ses usines. C'est tout un jeu facile pour les capitalistes aujourd'hui. Voilà. Mais voilà, moi ce que je dis, c'est la dictature du prolétariat, pas la dictature des minorités. Et l'idéologie diversitaire, ce n'est pas, c'est l'exact inverse du marxisme. Un marxiste ne peut pas être intersectionnel. Il ne le peut pas. Un marxiste doit être avec le peuple, pas déconnecté du peuple. Le marxiste est forcément class first, comme disent les woke. Moi, je suis class first, je considère que les questions identitaires n'ont pas leur place dans le débat public. Les questions de il faut être machin truc, bidule chouette, faut convergence de toutes les luttes. Il y a plusieurs luttes à défendre, ouais, mais c'est pas les mêmes. Hein. La lutte pour l'indépendance nationale, par exemple, la lutte pour défendre la laïcité et la République, la lutte pour défendre l'universalisme républicain et l'égalité en droit, la lutte pour la défense de la démocratie, la lutte pour sortir de l'UE, de l'euro, de l'OTAN, ça s'appelle l'indépendance nationale. Ça, ce sont des luttes autrement plus importantes que des luttes secondaires. Voilà, et il y a des luttes qui sont plus concrètes que d'autres et qui sont nécessaires pour d'autres. Voilà. La lutte des classes, c'est une lutte qui est centrale, la lutte des travailleurs, et elle s'articule avec la nation. Mais la lutte des classes, elle ne s'articule pas avec la Gay Pride, en fait. C'est-à-dire que oui, on défend les droits des homosexuels à ce que personne les emmerde. À ce que ce qui se passe dans leur drap reste dans leur drap. Et que on s'en fiche de qui couche avec qui quand on parle politique. On s'en fiche de ce genre de trucs, en fait. La sexualité des gens, c'est leur affaire perso. Et le fait d'avoir des mecs à gauche qui nous fassent tiens, je porte un pins LGBTQI, mais ça n'a rien à foutre sur l'espace public, ça. Sur l'espace public, euh, quand vous parlez politique, vous parlez politique. Vous ne dites pas que le PCF et la CGT doivent défendre la Gay Pride. Non. C'est pas le but. Le but du Parti communiste, c'est la dictature du prolétariat, c'est la lutte des classes, c'est que les ouvriers reprennent le contrôle sur les moyens de production, c'est d'établir un État socialiste en France, c'est de la souveraineté populaire, le but qui doit être du Parti communiste. Et le but du syndicalisme, c'est aussi d'émanciper les travailleurs. Ce n'est pas de nous parler de leçons de morale sur les LGBT ou sur la lutte contre l'islamophobie.
sachant que c'est une lutte qui est en fait derrière la lutte contre l'islamophobie, vous avez juste des islamistes, puisque ce terme-là, fourre-tout d'islamophobie, confond en lui-même discrimination anti-musulmane avec critique de l'islam et opposition à l'islamisme. Et bon, voilà, hein, par exemple, les gens qui veulent militer en faveur du droit à porter le voile. Moi, je suis contre le port du voile. Le mec qui me dit que être de gauche, c'est vouloir que les femmes portent le voile, parce que ce serait la liberté des femmes de porter le voile, moi, je lui dis d'aller se faire voir. Hein, les femmes n'ont pas à porter un symbole de la théocratie, d'une théocratie qui les méprise par ailleurs. Euh, Quand bien même ces personnes seraient puissantes dans ce mouvement-là, ce mouvement est délétère, pas que pour les femmes, mais aussi pour l'ensemble de nos concitoyens et pour la démocratie. L'islam politique est mauvais, tout comme le catholicisme traditionnaliste, tout comme le catholicisme politique, le christianisme politique, le vous mettrez le bouddhisme comme religion d'État, le christianisme ou le judaïsme ou l'islam ou ce que vous voulez en fait, ou le néopaganisme. Non, on est dans un pays laïque. Et donc les gens, à titre individuel, doivent avoir le droit de croire en ce qu'ils veulent, mais ça n'a pas à être imposé sur l'espace public. Les revendications viennent souvent des chrétiens et des musulmans. Elles sont des religions conquérantes, très souvent. Ils sont historiquement battus pour des croisades, ils ont historiquement pratiqué l'inquisition, et à voir le comportement des woke, l'inquisition, elle n'est pas terminée. Hein, en tout cas dans l'état d'esprit. Hein, ils ont une mentalité de curé, de calotin. Moi, les calotins, c'est pas vraiment mon délire. Moi, je suis pour une laïcité à la Maurice Allard. On va dire les choses clairement. J'adore Jaurès, mais sur la laïcité, mon modèle, c'est Maurice Allard. Maurice Allard, c'est le mec qui voulait interdire les soutanes et qui voulait remplacer les jours fériés chrétiens par des jours fériés républicains. Et bien moi, je suis pour une laïcité à la Maurice Allard. Mais comme vous voyez, là, ils nous disent très bien que des prolos sont mis à voter Trump et que des bourgeois sont mis à voter Kamala Harris. Bon, elle m'a pas l'air de... Ça n'a pas l'air d'être une marxiste révolutionnaire, Kamala Harris, si vous voulez. Ce qu'ils avaient vraiment de plus socialiste, les Américains, c'était Bernie Sanders, mais sur les questions géopolitiques, voilà, Bernie Sanders, il était un peu gâteux. Hein, voilà, faut quand même se rendre compte. Il soutenait l'Ukraine, enfin, il soutenait il soutenait des trucs qui étaient de l'ordre de l'impérialisme américain. Voilà, c'est... Je crois qu'ils ont fait tout un point sur le fait que Kamala Harris soit à des origines black, afro-américaines ou asio-américaines. Enfin, en fait, pour moi, la couleur de peau d'un élu, c'est comme quand on dit Obama, oui, ouais, premier président noir. Alors le problème, c'est que les États-Unis d'Amérique, les présidents qu'il a continué les politiques impérialistes des États-Unis. Il a l'air sympa comme ça, Obama. Il a l'air gentil quand on le présente dans les médias. Ça a l'air d'être cool, machin truc, ce que vous voulez. Mais quand on élit un président, bah, moi, si on voulait, on me dit t'élire quelqu'un qui est black, qui est noir, moi, j'élis pas Obama, j'élis Will Smith, du coup. Enfin, si vous voulez, enfin, si c'est pour être cool, en fait. Si c'est pour être cool, si c'est pour avoir l'air cool, voilà, enfin,
J'élis pas Obama, j'élis Will Smith. Parce que les politiques où on fait un truc. Alors, les réformes de soins de santé, c'était un truc où ils tiraient au sort les tirages au sort pour ceux qui ont le droit de se faire soigner. Enfin, c'est tellement problématique, les États-Unis, leur système de santé, qu'ils en sont là. Voilà, enfin, il y a mieux. Hein. Je ne sais pas s'il continue à faire assassiner des gens dans le monde, Obama. Mais bon, voilà, ce serait pas étonnant, les Américains, voilà, c'est quelque chose. Euh, Trump, je n'ai aucune estime pour le personnage, je pense que voilà, mais je considère qu'il est représentatif de sa classe ou de la fraction de sa classe, à savoir la bourgeoisie nationale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui représentent plus une bourgeoisie, on va dire plus mondialiste, plus impérialiste ou comprador selon les cas, et des gens qui représentent une bourgeoisie nationale qui sont leur intérêt plus à l'intérieur de son pays. Et c'est le cas de Trump. Donc je pourrais estimer ça, mais ça reste quelqu'un qui défend ses intérêts de gros bourgeois. Mais les prolos sont mis à voter pour lui. Pourquoi? Parce que il a parlé de protectionnisme, il a parlé de relocalisation des emplois, il a parlé de nation, il a parlé de patriotisme. Une gauche qui abandonne la nation la donnera à la droite, donnera des voix à la droite forcément. Et Trump est assez représentatif de ça. Je crois même qu'aux États-Unis, il y a eu un mouvement bizarre, enfin, ça vous fera rire certainement, qui s'appelle les Communists for Trump. Les MAGA communistes. Honnêtement, je trouve l'idée bizarre, moi j'en ai entendu parler, mais il semblerait qu'ils aient créé récemment l'American Communist Party. Et que, de ce que j'ai pu voir, il y avait des choses qui semblaient, j'ai pas regardé en détail, mais qui semblaient plutôt pas mal déjà dans la forme et dans certains projets du programme du parti sur des réformes ambitieuses hein, du Parti communiste américain. Et le truc, c'est qu'ils se sont ils ont fait toute une campagne de communication ciblant l'électorat trumpiste, sachant qu'il y avait des prolos, et qu'ils ont vu dans le mouvement MAGA un tremplin vers le socialisme. Alors qu'il y a beaucoup d'anticommunisme déclarés chez les supporters de Trump, chez les supporters du mouvement MAGA. Le problème aux États-Unis, me semble, c'est que la plupart des Américains ignorent ce qu'est le socialisme ou le communisme et ont une idée très, très bizarre. Il faut dire que le macartisme, la Red Scare à une époque, plus le macartisme et compagnie, toutes les politiques qui ont été menées aux États-Unis de répression du communisme n'ont pas aidé. Et de propagande anticommuniste n'ont pas aidé. Et la culture américaine vous regardez l'ensemble des séries américaines, les méchants communistes qui mangent des bébés, voilà, hein, c'est tous les vieux films de la guerre froide, c'est quelque chose sur l'anticommunisme américain, pas étonnant. Et ça, dans ce même genre, dans le même calibre, ça n'étonnera personne que la gauche française soit devenue anticommuniste quelque part, parce qu'elle a absorbé quelque part une approche américaine des choses. Elle s'est américanisée. Mais voilà, c'est très particulier. Mais voilà, c'est un bon article. Voilà, sur. Alors oui, j'ajouterai d'autres trucs sur le sujet. L'inflation. L'inflation n'est pas forcément une mauvaise chose. L'inflation, certains nous disent, oui, l'inflation, c'est l'augmentation des prix. C'est le truc, c'est que non, l'inflation, c'est l'augmentation de la masse monétaire. Donc ça correspond à l'augmentation des prix, mais aussi des salaires. Donc ça peut correspondre à une augmentation des prix qui fait que vous allez chercher votre pain avec des brouettes de billets, mais ça correspond aussi à une inflation des salaires, et parfois c'est plus complexe que ça,
si vous voulez quand même, ce qui est toute une économie derrière, c'est plus complexe que l'augmentation des prix. Et si c'est correctement géré avec une bonne industrialisation, avec une bonne gestion de l'affaire, l'inflation peut avoir des aspects qui peuvent, dans certains cas, être plutôt positifs. Il n'y a pas de pour vouloir la déflation absolue ou l'inflation absolue. Non, vous pouvez très bien avoir des aspects positifs à l'inflation. Euh, mais bon, là, c'est surtout, je dirais, et bon, ils disent le plan très volontariste de Biden pour industrialiser le pays. Ça m'a pas l'air très efficient. Je me demande s'ils n'étaient pas un peu trop libéraux économiquement pour ça, parce que c'est quand même des Américains. Quand même, je sais que Vance a mis en avant l'un des conseillers de Trump, les limites du libre-échange américain face à la concurrence de la Chine, mais à juste titre d'ailleurs. Mais disons que faudrait que je me renseigne sur la façon dont il envisageait le truc de réindustrialisation des États-Unis, parce que voilà. Mais évidemment, ils n'ont pas pu le temps de produire leur effet. Bon, c'est un système trop libéral pour ça, certainement. Et les démocrates sont peut-être même trop libéraux pour vouloir réindustrialiser leur pays. Donc, voilà, c'est quand même. C'est-à-dire, quand vous avez François Hollande, vous n'allez pas réindustrialiser votre pays. Enfin, après, ils ont leur souveraineté parce qu'ils dominent dans le game les pays d'Europe. Et d'ailleurs, les pays européens sont dominés par les États-Unis, de même que les pays d'Amérique du Nord. Du coup, eux ont l'avantage d'être en haut de la pyramide, enfin, d'être souverains. Et donc, ils sont souverains, mais ils sont plutôt maîtres même. Enfin, pas simplement indépendants, mais ils sont souverains au sens où ils dominent d'autres pays. Mais bon, ils sont indépendants, donc souveraineté de ce côté-là, mais du coup, ils ont c'est ça dans leur carte, du coup, mais malgré ça, voilà. Après, oui, c'est aussi des mandats de 4 ans, les États-Unis. Nous, on a des mandats de 5 ans. Et une époque, on en avait de 7 ans. Voilà, mais évidemment, vous avez toute la cancel culture qui empêche les intellectuels de s'exprimer dès lors qu'ils s'opposent au wokisme. Vous avez toute une flopée de pseudo-intellectuels à la Judith Butler, avec toute leur bouillasson qui veut rien dire sur la performativité du genre ou ce genre de truc. Voilà, enfin, moi je suis pas spécialement fan de Michéa. Moi je suis plutôt branché Kluskar. Je trouve Michéa c'est moins bon que Kluskar, de ce que j'ai pu en voir. Et puis c'est plutôt une forme d'anarch-conservateur bizarre, anarcho-communiste conservateur. C'est un truc bizarre d'un mec qui vit à la campagne et qui n'a pas vraiment de solution politique, mais qui, en revanche, a des critiques du libéralisme et du wokisme et qui philosophiquement peut être intéressant sur sa critique du libéralisme. Mais voilà, enfin, Michéa, voilà, Guy, lui, c'est son approche géographique des choses, parce qu'on l'accusait il a voulu expliquer par la géographie le vote RN. Gauchet, je ne sais plus vraiment quelles sont ses positions, mais Marcel Gauchet, je ne sais pas s'il était de la gauche. Ouais, enfin, je crois qu'il était parmi des gauchistes un peu. Enfin, moi, je crois qu'il a dû critiquer les woke, il a dû critiquer le postmodernisme. Après, il était peut-être un peu trop sur une ligne gauche libérale, Gauchet. Ah, il a peut-être critiqué l'immigration et l'islam. Bref. Ah, je crois qu'il a dû s'opposer à un moment donné au fédéralisme européen. Euh, oui, il a fait aussi enfin, il a aussi défendu une position souverainiste. Bon, ça, je peux estimer ça. Du coup, mais voilà. Souvenez-vous, camarades et citoyens, du coup,
Nous, on veut pas de la gauche bourgeoise, on veut pas de la gauche du capital, on veut le socialisme. Donc, à bas la dictature des minorités, vive la dictature du prolétariat, vive la dictature de la majorité, vive la démocratie. Raison, égalité, solidarité ou la mort, nous vaincrons. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao!